L'instant où ce médecin a jeté un œil à mes résultats sanguins et est devenu livide, j'ai su que quelque chose ne tournait pas rond. Il est sorti de la salle sans un mot. À travers la vitre, je l'ai regardé passer un coup de fil, la main plaquée contre le front, comme s'il essayait de digérer quelque chose d'impossible. 10 minutes plus tard, trois spécialistes se sont entassés dans cette minuscule salle des urgences et m'ont fixé comme si j'étais un fantôme. Pas avec pitié, pas avec inquiétude, avec une incrédulité totale et absolue. Je m'appelle Mathieu Leblanc. J'ai 36 ans. 3 mois avant cette nuit-là, je nettoyais des toilettes et passais la serpillière pour le SMIC dans ce même hôpital. Je portais un uniforme gris avec mon prénom brodé sur la poitrine. Je poussais un chariot de ménage jaune dans des couloirs où personne ne me regardait 2 fois. J'étais invisible. J'étais rien. J'étais un homme dont la femme infidèle et son amant millionnaire avaient méthodiquement détruit tout ce que j'avais mis 15 ans à bâtir. Avant, j'étais ingénieur structure senior. Je gagnais 142 000 euros par an. Je concevais des bâtiments qui tiendraient debout pendant un siècle. J'avais une maison en banlieue parisienne, un plan d'épargne retraite, un avenir qui paraissait stable et sûr. Puis ma femme, Simone, a décidé que je n'étais pas assez ambitieux à son goût. Elle a trouvé un investisseur dans la tech nommé Victor Delcourt, qui possédait 45 millions d'euros et un yacht, et toutes les choses qu'elle estimait mériter. Elle ne m'a pas simplement quitté. Elle a aidé Victor à réduire ma carrière en cendres. Il a passé des coups de fil aux bonnes personnes. J'ai été licencié sans motif réel, blacklisté de tous les cabinets d'ingénierie de la région. J'ai regardé mes économies fondre à vue d'œil pendant que Simone récupérait la maison et la moitié de tout le reste. Le soir où j'ai commencé mon boulot d'agent d'entretien, elle m'a envoyé une photo d'elle sur le yacht de Victor, quelque part dans les Caraïbes. Le message joint disait 2 mots qui résonnent encore dans ma tête. Profite de ta misère. Alors me voilà, 3 mois après le début de ma nouvelle vie en tant que type qui récure les chiottes pour survivre, assis sur un lit d'hôpital avec 16 points de suture dans la main après qu'une ampoule cassée m'ait tailladé la paume. Mon sang avait coulé partout sur mon uniforme. J'en avais perdu assez pour inquiéter les infirmières. Elles ont fait des analyses. Procédure standard pour une blessure aussi sévère. Je m'attendais à ce qu'on me dise que j'étais anémique, peut-être diabétique, peut-être quelque chose de pire. À ce stade, j'espérais presque que ce soit quelque chose de fatal. Au moins, la lutte serait terminée. Mais quand le docteur Karim Benali est revenu avec ses trois spécialistes, quand ils ont fermé la porte derrière eux et tiré des chaises comme s'ils s'apprêtaient à m'annoncer une nouvelle qui allait fracasser mon monde, j'ai compris que c'était quelque chose d'entièrement différent. La chef du département de génétique s'est assise près de mon lit et m'a posé une question qui semblait sortir de nulle part. Monsieur Leblanc, votre père était-il adopté? Je lui ai répondu oui. Georges Leblanc avait été adopté bébé en 1952. Il n'avait jamais connu ses parents biologiques, ne les avait jamais cherchés, et il est mort en croyant que le passé n'avait aucune importance. Elle a hoché lentement la tête. Puis elle a prononcé un nom que tout le monde connaît en Île-de-France, un nom attaché aux aciéries, aux gratte-ciel et aux milliards d'euros de fondations caritatives. Un nom qui appartenait à l'une des familles les plus riches de l'histoire de France. Monsieur Leblanc, selon votre profil génétique, vous êtes le petit-fils biologique d'Édouard de Valmont. Édouard de Valmont était mort 2 mois plus tôt, à l'âge de 94 ans. Sa fortune était évaluée à plus de 7,8 milliards d'euros. Il n'avait aucun héritier vivant. Son fils unique était mort des décennies plus tôt sans enfant, ou du moins, c'est ce que le monde croyait. Mais son fils avait bien eu un enfant, un petit garçon né en secret et donné pour protéger le nom de la famille. Ce bébé, c'était mon père, et ça signifiait que j'étais l'unique héritier survivant de tout. La pièce s'est mise à tourner. Mes points de suture me lançaient. Mes oreilles bourdonnaient si fort que j'entendais à peine ce que le médecin disait ensuite. Il y a 3 mois, ma femme infidèle m'avait envoyé un texto pour me dire de profiter de ma misère. Cette nuit-là, aux urgences, couvert de mon propre sang, j'ai découvert que la misère allait bientôt devenir un lointain souvenir et que la vengeance allait devenir très, très abordable. Pendant 15 ans, j'ai vécu ce que je croyais être le rêve français. Je me levais tous les matins à 6 heures, j'embrassais ma femme sur le front et je roulais 45 minutes jusqu'au centre de Paris,
où je travaillais comme ingénieur structure senior chez Moreau Associés. C'était l'un des plus grands cabinets d'ingénierie de France. Nous concevions des hôpitaux, des bâtiments universitaires, des sièges sociaux d'entreprises, des structures qui survivraient à tous ceux qui les avaient construites. J'étais fier de ce travail. J'étais fier de la carrière que j'avais tant bataillé pour bâtir. Mon salaire avait grimpé régulièrement au fil des années jusqu'à atteindre 142 000 euros annuels. J'avais un bureau d'angle avec vue sur la skyline parisienne. J'avais une équipe de jeunes ingénieurs qui me respectaient. Mes évaluations de performance utilisaient des mots comme exceptionnel et indispensable. Je croyais avoir gagné ma place dans le monde grâce au travail acharné et à la détermination. Ma femme Simone et moi, on s'était rencontrés en troisième année à Sciences Po. Elle étudiait le commerce et moi, j'étais plongé dans mes cours d'ingénierie à Polytechnique. Elle était belle, ambitieuse, implacablement déterminée. Elle avait cette énergie qui te faisait sentir que tout était possible. Quand elle me regardait et me disait que j'allais devenir quelqu'un d'important, je la croyais. Je voulais être l'homme qu'elle voyait quand elle me regardait. On s'est mariés 2 ans après l'obtention de nos diplômes. Une petite cérémonie, une réception modeste, juste la famille et les amis proches. Ma mère, Dorothée, a pleuré pendant toute la cérémonie. Mon père, Georges, m'a serré la main et m'a dit qu'il était fier de l'homme que j'étais devenu. C'était la dernière fois que je me souviens m'être senti complètement en paix avec ma vie. Mon père est mort quand j'avais 26 ans. Crise cardiaque, sans prévenir. Il avait 61 ans et avait travaillé dans une aciérie depuis ses 18 ans. Ses mains étaient rugueuses et calleuses après des décennies de labeur, mais il ne se plaignait jamais. Il avait l'habitude de dire que le travail honnête était sa propre récompense, que le caractère d'un homme se forgeait à travers les épreuves qu'il endurait sans reconnaissance. Georges Leblanc avait été adopté bébé. Il n'avait jamais connu ses parents biologiques et il ne les avait jamais cherchés. Quand je lui avais posé la question une fois, il avait simplement haussé les épaules et dit « Les gens qui t'élèvent, ce sont ta vraie famille. Le sang, c'est juste de la biologie. C'est l'amour qui compte. » J'avais accepté cette réponse et je n'avais plus insisté. Je regrette maintenant de ne pas avoir posé plus de questions. Je regrette de ne pas avoir su quel secret était enfoui dans son passé. Après la mort de mon père, ma mère, Dorothée, est devenue le centre de ma vie familiale. Elle avait travaillé comme infirmière à l'hôpital Bichat pendant 30 ans, avant de prendre sa retraite. C'était une petite femme, aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, qui voyait à travers tous les mensonges que j'essayais de raconter. Elle n'a jamais complètement fait confiance à Simone. Elle faisait des remarques qui semblaient innocentes en surface, mais qui portaient des pointes acérées en dessous. Cette fille aime ton potentiel plus qu'elle ne t'aime, Mathieu, m'avait-elle dit une fois après un dîner de famille où Simone avait passé toute la soirée à parler d'argent. J'avais balayé ça comme des frictions typiques belle-mère, belle-fille. Les mères ne pensent jamais que quelqu'un est assez bien pour leur fils, me disais-je. Dorothée finirait par s'y faire. J'avais un frère cadet nommé Denis, qui vivait à Lyon avec sa femme Katia et leurs 2 enfants. On se parlait au téléphone toutes les 2 ou 3 semaines. On échangeait des textos sur les matchs de foot et les nouvelles familiales. Mais on n'a jamais été particulièrement proches. Il avait sa vie et j'avais la mienne. On existait en parallèle sans trop se croiser. Ma vie tournait autour de 2 choses, ma carrière et mon mariage. J'ai tout investi dans les deux. Je travaillais tard le soir et les week-ends pour respecter les délais. J'emmenais Simone en vacances dans les endroits qu'elle voulait visiter. Je lui achetais des bijoux pour nos anniversaires et je la surprenais avec des fleurs sans raison. Je pensais construire quelque chose de permanent. Je pensais que si je travaillais assez dur et que je l'aimais assez complètement, on vieillirait ensemble comme mes parents l'avaient refait. Les premières fissures sont apparues environ 2 ans avant que tout s'effondre. Simone était passée de l'immobilier commercial aux propriétés de luxe. Elle avait commencé à assister à des événements de networking avec des clients fortunés, des visites privées de penthouse qui coûtaient plus que ce que je gagnerais en une décennie. Elle rentrait de plus en plus tard. Elle parlait constamment d'argent, de gens qui avaient, plus que nous, du style de vie qu'elle méritait. J'ai remarqué les changements, mais je me suis convaincu que ce n'était que des phases. Ambition professionnelle, croissance de carrière, rien d'inquiétant. Je lui faisais entièrement confiance parce que je n'avais jamais eu de raison de ne pas lui faire confiance.
Je croyais en notre mariage comme je croyais en les bâtiments que je concevais. Solides, permanents, bâtis pour durer. Je me trompais sur toute la ligne. Et j'étais sur le point de découvrir à quel point je m'étais trompé. Le soir où j'ai découvert la vérité sur Simone, je suis rentré tôt du travail avec une migraine. La maison était silencieuse quand j'ai franchi la porte d'entrée. Sa voiture était garée dans l'allée, mais elle n'a pas répondu quand j'ai appelé son nom. Je suis monté à l'étage pour prendre des médicaments et m'allonger dans le noir. C'est là que j'ai entendu sa voix venant de notre chambre. Elle riait. Ce rire doux et flirteur que je n'avais plus entendu diriger vers moi depuis des années. Je me suis arrêté devant la porte et je l'ai écouté parler au téléphone. Il n'a aucune idée. Il est tellement concentré sur ses petits plans et ses projets d'ingénierie qu'il ne remarque rien. Je pourrais faire ma valise et partir demain, et il ne réaliserait probablement pas que je suis parti avant que le dîner refroidisse. Ma poitrine s'est serrée. J'ai poussé la porte lentement. Elle était allongée sur notre lit dans un peignoir en soie, son téléphone collé à l'oreille, souriant à quelque chose que l'autre personne disait. Quand elle m'a vu debout là, son visage est devenu pâle pendant exactement 2 secondes. Puis elle s'est ressaisie et a dit à celui ou celle avec qui elle parlait qu'elle le rappellerait. « Depuis combien de temps tu es là ?» a-t-elle demandé. « Assez longtemps. » Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle a simplement soupiré comme si j'étais un désagrément qu'elle avait trop longtemps toléré. Il s'appelle Victor Delcourt. C'est un client. On se voit depuis environ 8 mois. 8 mois. Elle l'a dit si tranquillement, comme si elle me parlait d'un abonnement à la salle de sport qu'elle avait oublié de mentionner. J'ai senti mes genoux faiblir. Je me suis accroché au cadre de la porte pour garder l'équilibre. « Pourquoi ?» ai-je réussi à demander. Elle s'est levée du lit et s'est dirigée vers son placard comme si on discutait de ce qu'on allait manger pour le dîner. « Parce que Victor va quelque part, Mathieu. Il a 45 millions d'euros. Il m'emmène à Paris pour le week-end. Il me présente à des gens qui comptent vraiment dans ce monde. Toi, tu m'emmènes au hippopotamus et tu parles de charges structurelles en béton. » Je voulais lui crier dessus. Je voulais balancer quelque chose. Mais tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là en état de choc pendant que la femme que j'avais aimée pendant 15 ans démantelait notre mariage avec l'indifférence de quelqu'un qui renvoie un pull qui n'allait pas. « Je veux divorcer », a-t-elle dit. J'ai déjà parlé à un avocat. Les 3 mois suivants ont été les pires de ma vie. Simone a emménagé dans le penthouse de Victor pendant que nos avocats se battaient pour les biens. Elle voulait la maison. Elle voulait la moitié de ma retraite. Elle voulait une prestation compensatoire parce qu'elle prétendait que sa carrière avait souffert en soutenant mes ambitions. La cruauté de cet argument m'a fait tourner la tête. Je l'avais soutenue à travers tous ces changements de carrière, toutes ces nouvelles certifications, tous les événements de networking qui la gardaient dehors jusqu'à minuit. Mais la dévastation financière n'était rien comparée à ce qui allait suivre. 3 semaines après que Simone ait demandé le divorce, j'ai été convoqué dans le bureau de Richard Moreau, le PDG de mon cabinet. Richard était un homme grand, avec des cheveux gris et des yeux froids. Il avait bâti Moreau & Associés à partir de rien, et il le dirigeait comme un royaume dont il était la seule autorité qui comptait. « Asseyez-vous, Mathieu. » Je me suis assis face à son bureau pendant qu'il brassait des papiers et évitait le contact visuel. « Nous restructurons le département d'ingénierie. Votre poste a été supprimé avec effet immédiat. Les RH traiteront votre indemnité de licenciement et récupéreront vos accréditations. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Supprimé ? Richard, je suis là depuis 15 ans. Mes évaluations de performance ont été impeccables. Je viens de terminer le projet du centre médical de Lille avec 2 mois d'avance. » Il m'a finalement regardé et il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a dit que cette décision n'avait rien à voir avec ma performance. La décision a été prise. La sécurité vous escortera jusqu'à votre bureau pour récupérer vos effets personnels. J'ai découvert plus tard ce qui s'était vraiment passé. Victor Delcourt avait des investissements dans 3 entreprises de construction qui sous-traitaient régulièrement avec Moreau & Associés. Il jouait aussi au golf avec Richard Moreau tous les dimanches dans un country club exclusif de Neuilly. Victor avait passé des coups de fil. Il avait murmuré aux bonnes oreilles. Il avait décidé que ruiner mon mariage ne suffisait pas. Il voulait aussi détruire ma carrière. L'indemnité de licenciement était insultante. 8 semaines de salaire pour 15 ans de dévouement. Mon avocat a dit que je pouvais me battre,
Mais un procès coûterait plus que je ne récupérerais jamais. Le système juridique était conçu pour les gens qui pouvaient se permettre d'attendre des années pour obtenir justice. Moi, je ne pouvais même pas me permettre d'attendre des semaines pour faire les courses. J'ai postulé dans tous les cabinets d'ingénierie dans un rayon de 100 km. J'ai envoyé des CV, passé des coups de fil, contacté d'anciens collègues et contacts professionnels. Les réponses étaient toujours les mêmes. Rejet poli, poste soudainement pourvu, entretien qui se terminait par des promesses de rappel qui ne se matérialisaient jamais. Je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'un ancien collègue nommé Julien m'emmène boire une bière et me dise la vérité. Victor Delcourt passe des coups de fil, Mathieu. Il dit aux gens que tu es difficile à gérer, peu fiable. Il dit que tu as été viré pour des problèmes de performance. Personne ne veut te toucher. J'étais blacklisté, effacé d'une industrie à laquelle j'avais consacré toute ma vie d'adulte. Et je ne pouvais rien y faire. En 6 mois, je suis passé d'un bureau d'angle à un studio de 28 Yurma à Belleville, l'un des quartiers les plus rudes de Paris. L'appartement avait des taches d'eau au plafond et des barreaux aux fenêtres. J'entendais mes voisins se disputer à travers des murs si fins qu'ils auraient aussi bien pu être en carton. La nuit, les sirènes hurlaient constamment, et j'ai appris à dormir avec un oreiller sur la tête. Mes économies se sont évaporées plus vite que je ne l'aurais cru possible. Loyer, nourriture, charges, assurance. Les comptes ne tombaient jamais justes, peu importe combien de fois je refaisais les calculs. J'ai vendu ma montre, vendu mes clubs de golf, vendu tout ce qui n'était pas essentiel à la survie. Ce n'était toujours pas assez. Ma mère m'appelait tous les jours. Elle me suppliait de venir habiter chez elle, mais je ne pouvais pas faire ça. Elle avait 72 ans. Elle vivait d'un revenu fixe de la sécurité sociale et de sa modeste pension. Sa maison était petite, et sa santé n'était plus ce qu'elle avait été. Je refusais de devenir un autre fardeau qu'elle devait porter. « Je vais bien, maman », je lui disais à chaque fois. J'ai juste besoin de me remettre sur pied. Je n'allais pas bien. Je me noyais. Le seul boulot que j'ai pu trouver était un poste d'agent d'entretien de nuit à l'hôpital Bichat. Le SMIC, 11,52 € de l'heure pour passer la serpillière, nettoyer les toilettes, vider les poubelles et frotter des trucs qui me retournaient l'estomac. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma mère avait travaillé dans ce même hôpital pendant 30 ans, comme infirmière respectée. Maintenant, son fils poussait d'un chariot de ménage dans ses couloirs comme un fantôme que personne ne voulait voir. Je travaillais le shift de nuit de 22 heures à 6 heures du matin. L'hôpital ne dormait jamais, mais les heures de nuit avaient un rythme différent, plus calme, plus solitaire. Je me déplaçais dans des corridors où les médecins et les infirmières passaient en coup de vent sans reconnaître mon existence. J'étais invisible, juste un autre type en uniforme gris avec un badge que personne ne prenait la peine de lire. La honte était écrasante. J'avais passé toute ma vie d'adulte à construire quelque chose dont j'étais fier. J'avais conçu des structures qui tiendraient debout pendant des générations. Maintenant, je récurais des chiottes et ramassais des déchets pour moins d'argent que ce que je dépensais autrefois pour un seul dîner avec Simone. Le soir où elle m'a envoyé ce texto, j'étais à 4 pattes en train de nettoyer une flaque dans la salle d'attente des urgences. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai vu son nom sur l'écran. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert le message. C'était une photo de Simone et Victor sur un yacht. Eau cristalline en arrière-plan. Elle portait un bikini blanc et des lunettes de soleil surdimensionnées, appuyées contre lui avec une coupe de champagne à la main. La légende sous la photo disait « Profite de ta misère. T'aurais dû être plus ambitieux. » J'ai fixé ce message longtemps. Quelque chose en moi s'est fissuré, pas brisé, fissuré. Il y a une différence. Se briser, c'est abandonner. Se fissurer, c'est que quelque chose est sur le point de changer. Je n'ai pas répondu. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai fini de nettoyer la flaque. Puis je suis retourné au travail parce que c'était la seule chose que je pouvais contrôler. Me pointer. Faire le boulot. Survivre un jour de plus. 3 mois ont passé dans un brouillard d'épuisement. J'ai perdu 9 kilos. Arrêté d'appeler mes amis. J'existais dans un désespoir qui s'épaississait chaque jour. La nuit où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre shift. Je remplaçais une ampoule grillée quand le verre a explosé dans ma main. La douleur a été immédiate. Le sang coulait de ma paume et de mon poignet. J'ai reculé en titubant et renversé une étagère. Une infirmière a accouru.
Elle m'a trouvé affalé contre le mur, pressant un chiffon contre ma main. J'étais pris de vertige. La pièce tournait. Soudain, j'étais transporté en urgence en tant que patient, au lieu d'être le type qui nettoyait leur sol. Un jeune médecin nommé Karim Ben Ali a examiné les plaies. 16 points de suture. Il était calme et professionnel. Vous avez perdu pas mal de sang, on va faire quelques analyses. Procédure standard. Je supposais des tests de routine. Je n'avais aucune idée qu'une simple prise de sang allait déterrer un secret enfoui depuis 40 ans. Je me suis allongé sur ce lit d'hôpital, dans mon uniforme taché de sang, et j'ai fixé le plafond. J'ai pensé à mon père, Georges, et à la façon dont il disait que les moments difficiles forgent le caractère. Je ne savais pas encore que j'étais sur le point de tout découvrir sur ma famille, mon sang et ma place dans le monde. Le docteur Ben Ali est revenu 1 heure plus tard avec 2 autres médecins. Ils se sont tenus au pied de mon lit, échangeant des regards silencieux. Monsieur Leblanc, nous avons trouvé des anomalies dans votre bilan sanguin, a dit le docteur Ben Ali prudemment. J'ai demandé à des collègues de consulter. Mon cœur a sombré. Cancer, leucémie. Une partie de moi se sentait presque soulagée. Au moins, ce serait terminé. Dites-moi juste, quoi que ce soit, je peux l'encaisser. Le docteur Ben Ali a secoué la tête. Ce n'est pas une maladie. Nous avons trouvé des marqueurs génétiques inhabituels. Des marqueurs qui ont déclenché une alerte dans notre base de données. La porte s'est ouverte à nouveau. Une femme en blouse blanche est entrée. Des yeux perçants derrière des lunettes, un air d'autorité. Monsieur Leblanc, je suis le docteur Pauline Mercier, chef du département de génétique à Bichat. Ce que nous avons découvert dans votre sang est extraordinaire. Elle s'est assise près de mon lit. Les autres médecins me fixaient avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Je dois vous poser des questions sur vos antécédents familiaux, a continué le docteur Mercier. Plus spécifiquement sur votre père. Était-il adopté? La question m'a pris au dépourvu. Oui, il a été adopté bébé en 1952. Il n'a jamais connu ses parents biologiques. Le docteur Mercier a hoché lentement la tête, comme si je venais juste de confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. A-t-il jamais tenté de les retrouver? Des documents? Des informations? Non, ça ne l'intéressait pas. Il disait toujours « Les gens qui t'élèvent, c'est ta vraie famille ». Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle s'est penchée en avant et a parlé d'un ton à la fois doux et délibéré. Monsieur Leblanc, votre sang contient des marqueurs génétiques que nous n'avons rencontrés qu'une seule fois auparavant, dans toute notre base de données. Ces marqueurs sont associés à une lignée très spécifique. Une famille dont les dossiers médicaux font partie de notre système depuis des décennies en raison de leurs dons substantiels à cet hôpital. Ma bouche s'est asséchée. Quelle famille? La famille de Valmont. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Tout le monde en Île-de-France connaissait les de Valmont. Édouard de Valmont avait bâti un empire de l'acier au début des années 1900 qui avait fait de lui l'un des hommes les plus riches de France. La fondation de Valmont avait fait don de centaines de millions d'euros à des hôpitaux, des universités et des œuvres caritatives dans tout le pays. Leur nom figurait sur des bâtiments, des bourses et des centres de recherche dans toute la région. Édouard de Valmont était mort 2 mois plus tôt à l'âge de 94 ans. Sa mort avait dominé l'actualité pendant des semaines parce qu'il laissait derrière lui une fortune évaluée à plus de 7,8 milliards d'euros. Mais il y avait une complication avec l'héritage que les avocats et les journalistes avaient disséqué depuis. Édouard n'avait aucun héritier vivant. Son fils unique, François de Valmont, était mort dans un accident de voiture en 1985. François ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant, ou du moins c'était l'histoire officielle. Quand Édouard est décédé, son testament précisait que sa fortune irait à tous les descendants biologiques. Si aucun n'existait, la succession serait dissoute et distribuée à diverses fondations caritatives. Le docteur Mercier observait mon visage alors que les pièces commençaient à se connecter dans mon esprit. Monsieur Leblanc, selon votre profil génétique, vous êtes le petit-fils biologique d'Édouard de Valmont. Votre père, Georges, était le fils illégitime de François de Valmont. Il est né en 1952 suite à une liaison que François a eue avec une femme qui travaillait dans le domaine familial. La grossesse a été cachée et le bébé a été donné en adoption pour protéger la réputation de la famille. Je ne pouvais plus respirer. La pièce semblait rétrécir autour de moi. « C'est impossible », ai-je murmuré.
Mon père n'était personne. Il a travaillé dans une aciérie toute sa vie. Il n'a jamais eu d'argent. Il n'a jamais eu de relation. Il n'a jamais su qui il était vraiment, a dit doucement le docteur Mercier. Les dossiers d'adoption étaient scellés. La famille de Valmont s'est assurée de cela. Mais l'ADN ne ment pas, monsieur Leblanc. Nous avons fait le test 3 fois pour être certains. Vous êtes le petit-fils de François de Valmont. Vous êtes l'unique héritier survivant de la fortune de Valmont. Les semaines suivantes ont été un ouragan d'avocats, de vérifications ADN et de frénésie médiatique. L'équipe juridique de la Fondation de Valmont a d'abord contesté ma réclamation. Ils avaient dit passer des mois à préparer la distribution de la succession selon les souhaits caritatifs d'Édouard. Un agent d'entretien apparaissant de nulle part en prétendant être l'héritier perdu ressemblait à un mauvais scénario de film. Mais les preuves étaient indéniables. 3 laboratoires indépendants ont confirmé ma connexion génétique à la lignée de Valmont. Des généalogistes ont retracé les dossiers d'adoption de mon père jusqu'à un orphelinat catholique à Lille qui avait reçu des dons substantiels de la famille de Valmont en 1952, la même année où Georges Leblanc est né et a été abandonné. La bataille juridique a duré 6 semaines. À la fin, les tribunaux ont statué en ma faveur. Le testament d'Édouard de Valmont était explicite. Tout descendant biologique hériterait de tout. Par un jeudi froid d'après-midi à Paris, je me suis assis dans une salle de conférence entourée d'avocats et j'ai formellement accepté mon héritage. 7,8 milliards d'euros. Je suis sorti de ce bâtiment dans l'air hivernal et j'ai senti le froid me piquer le visage. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto d'un numéro inconnu. Mathieu, j'ai vu les infos. Félicitations. J'ai toujours cru en toi. Peut-être qu'on devrait parler. Tu me manques? Simone. J'ai lu ces mots et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, juste un vide là où l'amour vivait autrefois. J'ai bloqué son numéro sans répondre et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Mais je n'en avais pas fini. Simone m'avait envoyé un message il y a 7 mois me disant de profiter de ma misère. Maintenant, c'était le moment d'envoyer un message de mon cru. La première chose que j'ai faite avec mes nouvelles ressources a été d'engager une équipe d'enquêteurs et d'avocats. Pas pour protéger ma richesse, pour démanteler les gens qui avaient essayé de me détruire. Victor Delcourt avait bâti sa fortune sur une fondation de transactions douteuses et de manœuvres au bord de l'illégalité. Il a fallu moins de 3 semaines à mon équipe pour compiler assez de preuves à envoyer à l'autorité des marchés financiers. Délits d'initiés, manipulation de marché, schéma d'investissement frauduleux. L'homme qui avait murmuré aux bonnes oreilles pour me faire blacklister avait laissé une traînée de crimes que personne n'avait pris la peine de suivre jusqu'à maintenant. J'ai aussi acquis des intérêts de contrôle dans 3 entreprises de construction qui sous-traitaient régulièrement avec Moreau et associés. Puis j'ai passé un appel personnel à Richard Moreau, l'homme qui m'avait viré sans hésitation parce qu'un investisseur fortuné le lui avait demandé. Monsieur Moreau, ici Mathieu Leblanc. Vous vous souvenez probablement de moi. Je suis l'ingénieur que vous avez viré il y a 7 mois parce que Victor Delcourt jouait au golf avec vous tous les dimanches. J'ai pu l'entendre respirer à l'autre bout. Il n'a pas dit un mot. Je vous appelle pour vous informer que Valmont Holdings met fin à tous les contrats avec votre cabinet avec effet immédiat. Je vous appelle aussi pour vous faire savoir que Victor Delcourt fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour fraude en valeurs mobilières. Des informations que j'ai personnellement fournies aux autorités. Je pensais que vous devriez l'entendre de ma bouche avant de le lire dans les journaux. Il a bégayé quelque chose à propos de malentendus et de décisions difficiles. Je ne l'ai pas laissé finir. Au revoir, Richard. J'espère que vous vous en sortirez mieux que moi. Le fonds d'investissement de Victor Delcourt s'est effondré en 4 mois. Les investisseurs ont intenté des procès. Des accusations fédérales ont suivi. Ces 45 millions d'euros se sont évaporés en frais juridiques et en règlements. L'homme qui avait volé ma femme et détruit ma carrière s'est retrouvé avec rien d'autre que des dettes et du déshonneur. Simone avait épousé Victor 2 mois après que notre divorce ait été finalisé. Elle avait échangé contre ce qu'elle pensait être une amélioration permanente. Mais quand l'empire de Victor s'est effondré, elle s'est retrouvée attachée à un navire qui coulait. Elle a demandé le divorce 8 mois plus tard. J'ai entendu dire qu'elle était retournée vivre à Toulouse chez sa sœur. Je ne lui ai plus jamais parlé. J'ai pensé à la contacter.
Pas pour me réconcilier, mais pour dire quelque chose, pour lui faire savoir que j'avais survécu à ce qu'elle avait essayé de me faire. Mais chaque fois que j'y pensais, je réalisais que mon silence était le message le plus puissant que je pouvais envoyer. Elle passerait le reste de sa vie à savoir que l'homme qu'elle avait jeté comme sans valeur était devenu l'une des personnes les plus riches du pays. Cette connaissance la rongerait bien plus que n'importe quel mot que je pourrais dire. L'argent a changé mes circonstances, mais j'ai refusé de le laisser changer qui j'étais. Je n'ai pas acheté de manoir, ni une flotte de voitures, ni aucune des choses ridicules que les gens attendent des milliardaires. J'ai acheté une maison modeste de 4 chambres dans un quartier tranquille près de Versailles. J'ai engagé une petite équipe pour aider à gérer mes affaires. J'ai vécu simplement parce que la simplicité m'avait appris ce qui comptait vraiment. La première décision majeure que j'ai prise a été de faire don de 3,2 milliards d'euros à la Fondation de Valmont. Édouard de Valmont avait passé sa vie à construire quelque chose qui lui survivrait. Je voulais honorer cet héritage. La Fondation a élargi son travail dans l'éducation, la santé et l'aide à la pauvreté. Je me suis activement impliqué pour diriger où l'argent allait, en m'assurant qu'il atteignait les gens qui en avaient le plus besoin. Ma mère, Dorothée, a emménagé dans un joli cottage près de Fontainebleau avec un jardin dont elle avait toujours rêvé. Je lui rends visite tous les dimanches pour dîner. Elle cuisine du pot-au-feu et me raconte des histoires sur mon père que je n'avais jamais entendues avant. Elle pleure encore parfois quand elle me regarde, incapable de croire jusqu'où nous sommes venus de ces jours sombres où je passais la serpillière et me demandais si la vie valait la peine d'être vécue. Je suis retourné à l'hôpital Bichat le printemps dernier. Pas comme patient ni comme agent d'entretien, mais comme bienfaiteur. J'ai fait don de 40 millions d'euros pour construire une nouvelle aile dédiée à la formation en soins infirmiers et aux soins aux patients. Ils l'ont appelé le Centre Dorothée Leblanc d'Excellence en soins infirmiers. Quand ma mère a vu son nom sur ce bâtiment, elle s'est effondrée dans mes bras. C'était le moment le plus fier de ma vie. Le docteur Karim Benali travaille toujours à l'hôpital. Il est maintenant le chef du service des urgences, une promotion financée en partie par mes dons. On déjeune ensemble de temps en temps. Il m'a dit une fois qu'il avait failli ne pas commander ses analyses sanguines supplémentaires la nuit où je me suis coupé la main. Quelque chose lui avait juste dit de creuser plus profond. Je pense souvent à ça. Comment une seule décision d'un jeune médecin a changé toute la trajectoire de mon existence. Mon frère Denis et moi sommes plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été. Ses enfants m'appellent Oncle Mathieu et me supplient de leur raconter l'histoire de comment je suis passé du nettoyage des toilettes à l'héritage de milliards. Je leur raconte une version édulcorée qui omet la douleur et la trahison. Ils n'ont pas besoin de savoir les nuits où je restais éveillé à me demander si quelqu'un remarquerait si je disparaissais. Ils ont juste besoin de savoir que leur oncle n'a jamais abandonné. J'ai appris quelque chose pendant ces mois sombres qu'aucune quantité d'argent ne pourrait jamais m'enseigner. Ton moment le plus bas n'est pas ton moment final. La nuit où je me suis assis sur ce lit d'hôpital, avec du sang qui trempait mon uniforme, je n'avais rien. Pas de carrière, pas de mariage, pas d'espoir. J'étais prêt à me rendre à l'obscurité qui me tirait depuis des mois. Mais j'ai continué à me pointer. J'ai continué à mettre un pied devant l'autre, même quand chaque pas semblait inutile. Je ne savais pas que mon sang portait un secret qui valait des milliards. Je ne savais pas que mon père était le fils caché de l'une des familles les plus riches de France. Je savais juste qu'abandonner n'était pas une option parce que ma mère m'avait mieux élevé que ça. Et mon père m'avait appris que le caractère se forge à travers l'endurance. L'ADN dans mes veines ne m'a pas sauvé. L'argent ne m'a pas sauvé. Refuser d'abandonner m'a sauvé. Me pointer à ce boulot d'agent d'entretien nuit après nuit m'a sauvé. Survivre quand la survie semblait impossible m'a sauvé. Simone m'a dit une fois que je n'étais pas assez ambitieux. Elle avait tort. Je n'étais pas ambitieux pour les choses qu'elle valorisait. J'étais ambitieux pour quelque chose de bien plus important. J'étais ambitieux de rester un homme bon même quand le monde me donnait toutes les raisons de devenir amer et brisé. Mon père Georges n'a jamais su qu'il était un de Valmont. Il est mort en croyant qu'il n'était que le fils d'un ouvrier de l'acier qui avait vécu une vie simple. Mais il m'a élevé avec des valeurs qu'aucun héritage ne pourrait jamais fournir. Il m'a appris que le travail honnête a sa dignité. Il m'a appris que les gens qui t'aiment sont ta vraie famille. Il m'a appris que le sang n'est que de la biologie, mais que le caractère est un choix que tu fais chaque jour.
Je suis Mathieu de Valmont-le-Blanc. Je suis milliardaire, ingénieur, fils, frère et un homme qui a autrefois nettoyé des toilettes pour 11,52 € de l'heure. Je suis toutes ces choses parce que chaque expérience m'a façonné en celui que je devais devenir. Et je suis la preuve vivante que ton histoire n'est pas terminée tant que tu ne décides pas qu'elle l'est. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que toucher le fond n'est pas la fin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi maintenant. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous ne savez jamais qui dans votre vie lutte silencieusement et a besoin d'un rappel que leur percée pourrait être juste au coin de la rue. Déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie de cette histoire vous a le plus touché. Je lis chaque commentaire et j'adore avoir de vos nouvelles. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Nous publions des vidéos chaque semaine qui vont vous inspirer, vous émouvoir et vous rappeler que des choses extraordinaires peuvent arriver à des gens ordinaires.